Jean-Baptiste, je vous invite à souhaiter la Ah non, bienvenue. non, non, mais j'attendais que tout le monde soit connecté, ça y est. Bon, bonsoir à tous. Nous sommes ravis, le bureau de la CNURPS, que vous voyez quasi au complet ce soir, de vous accueillir pour ce webinaire proposé par Maître Cormier et Maître Heinrich pour décortiquer la loi qui a été euh, promulguée récemment sur la certification et donc l'évolution finalement de l'évaluation et de tout ce qui concerne nos pratiques. Voilà, et je pense que vous êtes nombreux à être présents et je pense que ce qui va être important, c'est de pouvoir d'abord écouter Maître Cormier et Maître Heinrich et ensuite pouvoir poser vos questions. Donc on a deux solutions pour ça. On a, une solution principale, c'est le chat. Et nous poserons les questions qui sont posées dans le chat à nos deux avocats de la santé. Voilà. Donc on va laisser Maître Cormier commencer. Alors, je J'attends de vais voir si faire le partage. j'attends de voir si oui, je pense qu'il y a suffisamment de monde pour qu'on commence, Maître. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on voit l'écran? C'est Oui, parfait. on voit l'écran. Et ça bouge si je le bouge? Oui, oui. C'est parfait. Écoutez, bonjour à tous. On est ravis d'intervenir sur un sujet qui est pas, pardonnez-moi l'expression, très sexy, la certification des médecins. On va intervenir à deux voix avec Maître Pauline Henrich. On abordera quatre points ensemble, la partie théorique dans le point 1 et point 2, puisqu'en fait, ce sont des décrets qui ont été publiés en décembre dernier qui déclenchent l'effectivité de la procédure de certification des professionnels de santé et en particulier des médecins, qui a été publié le 26 février dernier, c'est-à-dire tout récemment, un arrêté qui fixe le référentiel pour toutes les spécialités médicales qui sont concernées. Et on a fait un choix subjectif, compte tenu du temps dont on dispose, à savoir une heure, de présenter le référentiel pour les médecins généralistes et pour une autre spécialité, à savoir la psychiatrie. Mais si vous le souhaitez, si le bureau de la CN le souhaite, on pourra dupliquer dans d'autres spécialités, mais dans une durée d'une heure. Il est très difficile de pouvoir aborder la trentaine de spécialités qui sont concernées d'un point de vue médical, sachant que leur procédure leur référentiel peut être très différent d'une spécialité à l'autre. Donc, je vous propose de démarrer. L'idée, c'est de répondre à vos questions à la fin de la partie théorique, donc à la fin du point 2, et de reprendre aussi les questions pratiques telles qu'elles seront éventuellement posées en fin de deuxième partie. Donc, il faut savoir que cette réforme, elle n'est pas nouvelle, sauf qu'elle a mis beaucoup de temps à être mise en œuvre, puisque c'est une ordonnance du 19 juillet 2021 qui, sur la base d'un texte lui-même antérieur, puisque c'est 2016, avait posé le principe d'une certification périodique de cette profession: les médecins, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures podologues, avec une logique consistant à permettre de garantir un maintien de la compétence tout au long de l'exercice de sa profession, de garantir la qualité des pratiques professionnelles et l'actualisation et la mise à niveau des connaissances. Le principe étant posé que cette certification, pour chaque professionnel de santé, doit avoir lieu tous les 6 ans. Alors, par dérogation à cette règle, pour les professionnels de santé qui exerçaient avant le 1er janvier 2023, c'est pas pour une période de 6 ans, c'est 9 ans. Donc, pour l'immense majorité des médecins, dès lors qu'ils étaient en exercice au 1er janvier 2023, ils disposent d'un délai de 9 ans pour la première période de certification, qui vise, comme je le rappelais, à actualiser leurs connaissances et leurs compétences, à renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles, à améliorer les relations avec leurs patients, parce qu'il y a tout un volet droit des patients qui varie d'une spécialité à l'autre, et ce qui pourrait être plus étonnant, mais ça fait partie des items, mieux prendre en compte leur santé personnelle, c'est-à-dire il y a tout un volet sur la santé personnelle des médecins. Ce dispositif, il il est censé compléter, parce qu'il y a une certaine confusion, toutes les actions qui ont été déjà réalisées dans le cadre de la formation continue, de l'accréditation, puisqu'il y a certaines spécialités qui peuvent être à titre individuel ou en équipe être accréditées,
et tout ce qui relève du développement professionnel. Donc, ce qui a été déjà fait peut être pris en compte dans le cadre de la première certification. Sous-entendu, la certification ne fait pas une table rase de ce qui a pu être fait dans la formation continue, dans le DPC ou dans les procédures d'accréditation individuelle. Et chaque professionnel de santé va devoir choisir parmi un panel de référentiels un certain nombre d'actions de certification pendant cette période de 6 ans. C'est-à-dire que c'est pas une certification ponctuelle, c'est pas comme, en fait, ça ressemble un peu pour ceux qui connaissent l'exercice en établissement de santé privé, la certification de l'HAS pour la certification des établissements. Et le dispositif est complété, et c'est pour ça que ça a mis du temps, parce que il a fallu un certain temps pour l'ATIH pour organiser le dispositif, c'est qu'il va y avoir un suivi avec un compte individuel dans des conditions qui devaient être définies par décret en Conseil d'État. Et ce sont les deux décrets, il y a deux décrets qui ont été publiés le même jour, le 26 décembre, enfin en date du 26 décembre, publié le 27 décembre au JO. Il y a le décret 2025-1335 et le décret 2025-1336. Donc le premier principe, c'est la création pour chaque professionnel de santé d'un compte individuel qui dorénavant sera dénommé M'Assertif Pro Santé et qui relève à la fois du ministère de la Santé et de l'Agence du numérique en santé. J'ai dit une bêtise tout à l'heure en disant la DIH et l'Agence du numérique en santé, pardonnez-moi. Donc ce compte, il va avoir comme objectif d'abord, c'est un peu technique, mais le recueil et l'enregistrement des comptes individuels des professionnels de santé concernés pour leur permettre la mise en œuvre et le suivi de leurs obligations de certification périodique avec un système de répertoire et de validation et de dépôt des différents justificatifs, soit par le professionnel de santé lui-même, soit par des organismes de formation, soit par des établissements et les administrations concernées, quand ce ne sont pas des professionnels de santé libéraux, mais des professionnels de santé salariés, ou comme les praticiens hospitaliers, ils ne sont pas salariés, mais ils sont contractuels de droit public. C'est la possibilité, via ce compte individuel, de solliciter auprès des instances ordinales compétentes les informations et les conseils nécessaires pour mettre en œuvre leur certification, parce qu'on va voir qu'il y a un rôle très important qui est attribué au Conseil de l'ordre. C'est avoir la possibilité de solliciter auprès du Conseil national des professionnels dont il relève. Vous savez que vous avez des CNP par spécialité, vous avez la CNP médecine générale, la CNP anesthésie, etc. Et la possibilité d'être accompagné par le CNP concerné pour les actions de certification. Et puis, ce dispositif de compte individuel va permettre aux ordres professionnels concernés, pour vous, le Conseil de l'ordre des médecins, de contrôler la réalité de la mise en œuvre de cette obligation de certification, puisque il faut pas oublier qu'il y a une possibilité et de sanction disciplinaire et de suspension temporaire pour insuffisance professionnelle si au terme de la période initiale, pour ceux qui exerçaient avant le 1er janvier 2023, de 9 ans, et pour ceux qui ont commencé leur exercice après le 1er janvier 2023, de 6 ans, s'ils n'ont pas respecté leur obligation de certification. Sachant que le Conseil de l'ordre des médecins a annoncé sur son site internet qu'elle allait être mise en place dans chaque conseil départemental des commissions de suivi à partir de 2027. Et puis, on aura aussi un outil statistique, l'objectif étant pour le ministère de la Santé d'avoir des outils statistiques en termes de formation et de certification des professionnels de santé. À ça, c'est ajouté, parce qu'on aime bien développer les choses, la création, mais qui date déjà du Conseil national de certification périodique, Conseil national de certification périodique qui a été, dont la composition a été définie dans le décret, là aussi, du 26 décembre 2025, et qui est là pour apporter un conseil méthodologique auprès du ministre en charge de la Santé, puisque c'est lui qui va fixer les orientations stratégiques de certification périodique et qui va mettre des avis qui seront rendus publics. C'est lui qui va veiller à ce que les acteurs intervenant dans la procédure de certification périodique soient indépendants de tout lien d'intérêt, puisqu'on sait très bien, on l'a vu avec le DPC, notamment les difficultés qu'on peut avoir avec certaines formations, puisqu'il ne doit pas y avoir de lien avec les laboratoires pharmaceutiques, etc., etc. Et puis, c'est lui qui veillera aussi à ce que les actions prises en compte au titre de la certification répondent à des critères d'objectivité des connaissances professionnelles, scientifiques et universitaires, et aux règles déontologiques des professions concernées. Alors,
les avis, à partir du moment où c'est le ministère qui publie et qui valide la méthode d'élaboration des référentiels de certification périodique qui, on le verra tout à l'heure avec Maître Henrich, ont donc été publiés pour l'immense majorité des spécialités médicales concernées en février 2026. Le ministère de la Santé aura la possibilité, après avis du Conseil national de l'ordre de certification périodique, dont le recueil est obligatoire, aura la possibilité de saisir l'HAS s'il l'estime nécessaire sur un certain nombre de sujets. Et l'HAS aura une obligation de réponse sous 6 mois. Et si elle souhaite que le référentiel soit modifié, elle aura une durée maximum de 3 mois pour répondre. Alors, les actions définies par les référentiels, ils peuvent être dispensés par qui? D'abord, les organismes de formation qui sont mentionnés à l'article 351-1 du Code du travail, c'est-à-dire en gros, pour faire simple, des organismes de formation qui ont la qualification Qualiopi. Parce que vous savez que maintenant, il faut une qualification pour que les organismes de formation puissent avoir des formations et prises en charge financièrement et validées. Les organismes et structures mentionnées à l'article 4021-7 du Code de la santé publique, là aussi, c'est ceux qui sont validés par l'Agence nationale de développement professionnel continu. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel ou professionnel, sous-entendu, pour faire simple, les universités et les grandes écoles. Et donc, ce sont eux qui pourront assurer ces formations. Donc, c'est pas n'importe qui peut assurer, en partant du principe qu'il y aura une distinction qui sera faite évidemment entre les libéraux et les salariés, puisque en ce qui concerne les libéraux, ben, le médecin libéral, il choisira dans le référentiel, vous pourrez le voir tout à l'heure, la formation et les points qu'il souhaite traiter. Quand il y a un employeur, quand le médecin est salarié ou agent public, ça se fait en lien avec l'employeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une liberté individuelle de choix du professionnel salarié, à la différence du professionnel libéral. Alors, point important, puisque ça a été longtemps débattu, notamment quand la loi avait été adoptée, c'était qui va contrôler euh, ces formations. Alors, autant avec l'Agence nationale du développement continu, c'était l'agence qui validait les formations, autant là, comme c'est une obligation de certification individuelle, c'est l'ordre qui va vérifier qu'au bout de 9 ans, pour les professionnels médicaux ayant exercé avant le 1er janvier 2023 et 6 ans pour ceux qui ont commencé leur exercice après le 1er janvier 2023, c'est eux qui vont contrôler que les obligations de certification ont bien été respectées. Sachant, comme le rappelle la loi, c'est que, le fait de ne pas suivre cette obligation de certification régulière est une faute de nature à entraîner une sanction disciplinaire. Alors, on n'a pas encore d'exemple parce que c'est nouveau, mais ça permet aussi, en parallèle, puisque vous savez que le Conseil national de l'ordre peut engager, en plus d'une procédure disciplinaire, une procédure de suspension temporaire d'exercice pour insuffisance professionnelle. Et on le verra, il y a un autre dispositif où c'est pas à l'initiative du Conseil de l'ordre, mais à l'initiative de l'ARS. En cas d'urgence, l'ARS a la possibilité de suspendre un professionnel de santé, et notamment un médecin, pour une durée maximum de 5 mois, et de saisir le Conseil régional de l'ordre des médecins pour qu'éventuellement cette suspension soit prolongée. Alors, c'est chaque conseil départemental de l'ordre des médecins qui sera compétent pour le suivi de la certification des médecins inscrits dans le département, à la différence d'autres professions, parce que pour certaines, c'est le conseil régional, parce qu'il n'y a pas de conseils départementaux. Et l'instance départementale, elle peut, dans une première étape, constater un risque de non-réalisation du programme de certification par le professionnel concerné. Et elle alertera le dit professionnel. Et si ce professionnel est salarié, elle alertera son employeur, sachant que l'employeur, ça peut être une CPTS, une EMSP, un établissement sanitaire ou un établissement médico-social. Donc, il y a d'abord un devoir ou un pouvoir d'alerte du conseil départemental de l'ordre avant de pouvoir engager les procédures disciplinaires qui, elles, relèveront du conseil régional.
Sachant que le dispositif réglementaire tel qu'il est issu du décret 1335, il est adapté, sous-entendu, un, si le professionnel rencontre des difficultés dans la réalisation de cette démarche, il peut le demander à bénéficier d'un accompagnement par le Conseil national professionnel dont il relève, le CNP. Alors après, on n'a pas du tout de détails sur la façon dont les CNP vont pouvoir gérer le nombre de spécialistes qu'il y a, parce que je vous rappelle que le CNP, c'est quand même pas une administration en tant que telle. Le décret ne précise pas les modalités de saisine de l'ordre national et les compétences en matière de certification périodique. Je trouve dommage qu'on n'ait pas abordé la question sur le sujet, puisqu'en gros, l'ordre national semble être exclu en dehors de du pouvoir de contrôle, le pouvoir de contrôle étant à l'échelon départemental et le pouvoir de suspension étant à l'échelon régional. Et ce qui est prévu, c'est qu'à la date d'échéance des 9 ans pour ceux qui ont commencé avant le 1er janvier 2023 ou des 6 ans pour ceux qui ont commencé leur exercice après cette date de janvier 2023, euh, dans un délai de 6 mois à compter de la date d'échéance de la période de certification, l'instance régionale doit procéder au contrôle de la réalisation du programme minimal d'action et le professionnel doit, à la demande de l'ordre, fournir tous les documents nécessaires. Donc, en gros, on peut se dire qu'on n'aura pas de contrôle, sauf si on voit que personne n'a engagé la procédure au bout de 2 ou 3 ans, mais on n'aura pas de contrôle avant le terme de la procédure de certification. Alors, pour ce qui concerne les conséquences pour le professionnel de la certification périodique, c'est l'ordre qui va constater la satisfaction ou non à cette obligation. S'il n'a pas satisfait à cette obligation, le professionnel peut apporter la preuve que bah, il l'a bien fait, mais son compte n'a pas été mis à jour. Si l'ordre considère qu'il n'a pas satisfait à la procédure de certification, il faut savoir que l'ordre peut engager une procédure disciplinaire à son égard, à son encontre. Et malgré cette procédure disciplinaire, les dispositions réglementaires sont très précises. C'est pas parce que l'ordre déciderait d'engager ou non une procédure disciplinaire qu'il ne pourrait pas y avoir en parallèle la procédure de suspension temporaire d'exercice pour insuffisance professionnelle. Parce que quand on regarde la jurisprudence, et je l'ai regardé un peu avant qu'on organise cette formation, l'insuffisance professionnelle, il n'y a pas beaucoup de suspensions qui sont prises pour insuffisance professionnelle. On en a pour des problèmes médicaux, on en a pour des problèmes de handicap, on en a pour des problèmes de pathologie, mais sur insuffisance professionnelle. Et en fait, le fait de ne pas avoir validé la procédure de certification telle qu'elle est prévue et par la loi et par les décrets de décembre 2025 et par l'arrêté de février 2026, ben, il y a une procédure disciplinaire, mais il y a aussi la possibilité de suspendre. Et quand on regarde et qu'on fait le parallèle, ben, le principe, en fait, c'est que l'ordre peut décider, et c'est le conseil régional qui le décide, sur la base de l'article L4124-12 et R4124-3-5 du Code de la santé publique, de suspendre de manière totale ou partielle, parce que ça peut être suspendre quelques actes ou suspendre la totalité de l'activité sur une période déterminée en enjoignant aux professionnels de suivre une formation ou de suivre la certification nécessaire. Et ça n'est qu'en cas d'urgence que le directeur général de l'ARS peut passer, entre guillemets, au-dessus du Conseil régional de l'ordre, suspendre pour une durée de 5 mois maximale le professionnel, sachant qu'il doit immédiatement saisir le Conseil régional de l'ordre des médecins qui fera rentrer ensuite peut-être après la procédure de suspension, après le délai de suspension prononcé par le DG de l'ARS, dans une procédure de droit commun. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai vu alors, je les prends dans l'ordre et je vais répondre. Alors, docteur Prigent, bonjour, bonjour à vous. Avec une sécurité de données, ce qui nous fait nous exposer à une usurpation avec tous les détails. Encore un compte. Je suis d'accord avec vous. Quand on voit ce qu'on a pu avoir comme usurpation, il faut espérer que l'agence nationale sera vigilante. Alors, je vois, j'ai le docteur Domenac qui me dit, on a beaucoup
de démarchage par téléphone pour cette certification, bah, je vais vous dire, c'est tout à fait classique dans la mesure où il s'agit de formation. Donc, vous allez avoir à peu près tous les organismes de formation Calliope qui vont vous proposer des formations. Mais quand on sait que les référentiels ne sont sortis que il y a une dizaine de jours à peine, puisque c'est fin février 2026, j'aurais tendance à considérer que si vous êtes démarché, c'est un peu prématuré. Et en ce qui concerne les arnaques, ça, je peux pas vous répondre, mais ça, vous avez tout à fait la possibilité, entre guillemets, de signaler à l'ordre si vous considérez que vous avez des doutes sur tel ou tel organisme. Alors, macertifro.fr, oui, je pense que ça, c'est le site officiel. Alors, CPTS n'est aucun. Alors, pardonnez-moi si je me suis exprimé trop rarement. J'ai dit l'hypothèse où un professionnel est employé par une CPTS. J'ai pas dit qu'un libéral était employé par une CPTS. Je vous rassure, mon niveau de compétence est quand même suffisamment développé pour savoir que un libéral n'est pas employé par une CPTS, mais vous pouvez avoir des salariés dans une CPTS qui relèvent de professions qui sont soumises à certification. Alors, le replay, ça, on verra après. J'ai loupé le début. Alors, le délai commence à partir de quand? Le délai commence à compter le lendemain de la publication au JO de la loi. C'est-à-dire que, comme le texte le précise très clairement, pour ceux qui exercent, ont commencé à exercer avant le 1er janvier 2023, c'est 9 ans. Et pour ceux qui ont exercé après le 1er janvier 2023, c'est 6 ans. Allez-y, docteur Labarthe, Oui, président c'était, Labarthe. je pense, à partir de quelle date court ce délai? Quand est-ce que ça commence Alors, exactement? pour ceux qui ont commencé avant le 1er janvier 2023, c'est à compter du 1er janvier 2023, 9 ans. Et pour les autres, les 6 ans, c'est pas précisé par le texte, mais si on applique les règles de droit commun, c'est au lendemain de la publication du décret. Et le lendemain de la publication du décret, le décret a été publié le 27 décembre, donc c'est à partir du 28 décembre 2025. Et c'est pas une certification HAS, hein, ça n'a rien à voir. Je vois le docteur Vitry ou Madame Vitry, je ne sais pas. Non, ça n'est pas une certification HAS, hein. La certification HAS ne concerne que les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. Là, c'est une certification qui est une obligation individuelle où vous allez le voir, on va prendre quelques exemples et Maître Henry va vous présenter quelques exemples que vous devez mettre en œuvre vous, et le contrôle se fait non pas par la HAS comme la certification des établissements, mais comme je viens de vous l'indiquer tout à l'heure, par le Conseil de l'Ordre des médecins. Qu'est-ce qui peut être considéré comme mesure d'urgence par l'ARS? Bah, quand on voit les suspensions immédiates, c'est qu'en fait, si je vous donne quelques exemples récents, c'est dans la jurisprudence, je regardais la jurisprudence, c'est un médecin chirurgien diplôme étranger qui, à la suite de 4 grosses erreurs médicales, a été suspendu en urgence. J'ai un autre exemple, c'est un anesthésiste qui est arrivé en état d'ébriété et qui a commencé à opérer en état d'ébriété, donc suspension immédiate. Alors, les formations DPC déjà faites, validées, sont-elles prises en compte? La réponse est normalement oui. La seule chose qui devait être publiée, c'était le calendrier de prise en compte. À partir de quand on les prenait en compte? Et à ma connaissance, ça n'a pas été tranché par le ministère. Mais on espère avoir rapidement une instruction sur le sujet. Alors, les éléments à valider, on va vous donner des exemples tout à l'heure, docteur Savage. Ah non, le principe, c'est que normalement, aujourd'hui, il n'y a plus que les organismes de formation qui sont accrédités Calliope.
puisque les accréditations NDPC, comme vous faites justement remarquer, disparaissent. Par contre, elles sont valables pour ce qu'elles ont été faites antérieurement. Mais maintenant, l'unité, c'est Calliope. Alors, docteur Divry, 9 ans, je ne sais pas ce que vous vouliez mettre, pardonnez-moi. Non, je 9 ans, pense que c'était oui. C'était par rapport à soit ceux qui étaient avant 2023 ou ceux qui étaient après 2023. Je pense que c'est voilà. ça. Donc, normalement, vous avez une obligation de certification périodique. Et la période, c'est 6 ans. Mais pour les médecins qui étaient inscrits à l'ordre, enfin qui exerçaient avant le 1er janvier 2023, on a donné un premier délai qui sera de 9 ans. Et après, au bout de 9 ans, on repartira sur le délai normal de 6 mois. De 6 ans, pardonnez-moi. Et oui, vous allez voir, les DU et DIU sont pris en compte. Il me semble avoir fait le tour des questions. Non, il y a des questions dans le Q&R, questions et réponses, qui sont pas exactement les mêmes. Alors, Euh, je vous laisse me les lire, docteur, présidente. alors, à chaque transfert de dossier d'un département à un autre en cas de déménagement, le dossier certification devra donc suivre obligatoirement. Alors, c'est une question j'arrive pas à voir, de docteur Kanya. Est-ce que vous pouvez me reformuler la question, pardonnez-moi, en cas de... Alors, docteur Kanya demande si à chaque transfert de dossier d'un département à un autre, donc je suppose qu'elle parle de déménagement, oui, en cas de déménagement, Non, puisque est-ce qu'il vous avez un compte individuel. Donc, le compte individuel vous suit quel que soit le changement de département. Ouais, c'est dématérialisé, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Et sinon, le docteur Gallet redemandait si pas de contrôle avant 9 ans. Mais je pense que c'est la question à laquelle Bah, on a répondu tout à l'heure. en tout cas, il ne pourra pas y avoir de sanction avant 9 ans. En revanche, à partir du moment où vous allez voir, vous avez un certain nombre d'actions engagées, il est possible qu'au bout de 2 ou 3 ans, comme ça se fait dans d'autres professions, par exemple pour les avocats, parce qu'on a la même obligation de formation continue, vous ayez un rappel à l'ordre ou une alerte. Enfin, rappel à l'ordre peut-être pas, mais une alerte en disant n'oubliez pas que. Enfin, si vous voulez mon avis, ça va pas être la pression massive tout de suite. Bon, maître, vous avez encore deux, trois questions qui sont arrivées entre-temps. Allez-y. Donc, les DU sont pris en compte. Pour information, ma certif pro-santé.fr n'est pas le site officiel, c'est probablement un site pour vendre des formations. Ah, Est-ce que nous recevrons un mail de l'ANS expliquant ce téléservice? Donc, semble-t-il, on n'a pas encore le site officiel. D'après ce que dit cette personne, c'est Monsieur Dufresne. Ensuite, 9 ans à partir de 2023. C'est bien ça, maître? à partir du 1er janvier 2023, oui. C'est-à-dire, comme c'est 1er janvier 2032. Non, c'est ça. 31 décembre 2031. Voilà, comme tu... Tout à Ah, c'est fait. 32. 32. Donc, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, ceux qui sont en fait, c'est bientôt 6 ans, quoi. Bah, On peut ça dire. revient au même. Ça revient même. Oui, ça revient même, ça arrive à 32 tous les deux. Oui, ça revient au même. Formation Mais faite depuis 3 ans. Et là, alors, pour valider les DU et formations faites depuis 3 ans, maître, Ça, je sais pas, c'est toute la question et c'est là-dessus qu'on attend l'instruction du ministère de la Santé. C'est quelle formation type DU ou DU, euh, quelle périodicité antérieure on va prendre en compte. Et ça, c'est pas tranché. la dernière question. Si c'est comme la FMC ou le DPC-DMC, je pense, qui n'a jamais été contrôlé depuis 30 ans, il n'y a pas urgence à se presser. Est-ce que vous pensez que ça va être pareil, maître? Ah, je pense que rédiger comme Non. est rédigé le texte, en donnant compétence à l'ordre, en voyant que sur le site de l'ordre s'en est déjà approprié et l'ordre annonce l'organisation de tout le dispositif départemental, régional en lien avec le national. Alors, il n'y a pas d'urgence, mais ce sera un dispositif réellement contrôlé. Si, D'accord, ok. Donc avec obligation réelle, c'est ça que avec la question. obligation réelle, tout à fait. Il y a Et, une Mais question. en plus, pardonnez-moi, il risque d'y avoir un concours du meilleur élève entre les 7 ordres professionnels concernés pour les 7 professions. Il y a une question de Foulon qui dit l'ordre était déjà responsable de contrôler le DPC FMC depuis 20 ans. Bah, c'est pas marquant. Pas marquant. Il n'y a Enfin, jamais là, aucun contrôle. les textes sont très clairs, hein.
Maître, j'ai une Alors, question. Vous dites 9 ans à partir avant 2023, donc tout part de 2023 pour ceux qui étaient Oui, installés avant 2023 et oui, 2026 pour les autres. oui. Mais à partir de quand vont commencer ces contrôles? Bah, logiquement, le contrôle dans le texte que je vous ai présenté tout à l'heure, vous ne serez contrôlé qu'arrivé au terme de la période. C'est-à-dire qu'il y a deux processus. À la fois, on donne compétence à l'ordre, une compétence, j'allais dire, de vigilance et de rappel à l'ordre ou d'alerte du professionnel qui ne semble pas avoir rempli son compte pro personnel. Et deuxièmement, une fois la période terminée, là, il y a un véritable contrôle pour savoir si la totalité du dispositif de certification a bien été respectée. Donc, en alors, clair, celui qui n'aurait rien fait dans la période des 9 ans ou des 6 ans passerait sous le couperet à partir de 2032 Ah, de manière un exactement. peu obligatoire et Ah oui, là, systématique. ce sera C'est, automatique, là. voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Très bien. il y a une autre question. En fait, quelle démarche devons-nous dès à présent et auprès de qui? C'est une question du docteur Alors, Foucault. on va le voir après si ça vous ennuie pas. On le voit au cours du reste de la présentation et au besoin, on y reviendra tout à la fin si vous le souhaitez. Encore des questions. Si les 3 dernières années, on a fait 21 heures de formation, ça sera comptabilisé. On ne le sait pas encore. Comment remplir le compte pro personnel? On ne sait pas encore. Voilà. Comment serons-nous informés des dates choisies pour inclure nos formations pour ceux avant 2023? On ne sait pas encore. Là, il faut l'instruction ministérielle, ça c'est sûr. Et le site mondepc.fr sera-t-il toujours actif ou utilisé pour cette certification? Est-ce qu'on le sait, maître? Alors, je suis incapable de vous répondre à ce point technique, pour être très transparent. Très bien. Je propose qu'on passe à l'arrêté Alors, on passe des à l'arrêté référentiels. du 26 février. Oui, Vous me dites quand je les passe, maître? parfait. Bonsoir à tous. Donc l'article du 26 février va permettre de présenter l'ensemble des référentiels par profession. Donc il y a d'abord le référentiel pour les médecins généralistes. Donc là, ce sera en annexe 1 et c'est ce qu'on va vous présenter. Il y a ensuite les médecins spécialistes. Donc là, il y a toute une catégorie. Il y en a certains qui n'ont pas été pris en compte, peut-être parce que les CNP ne sont pas encore réunis, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est la liste exhaustive qui est là, qui est dessous. Donc, par exemple, ce sont les médecins allergologues, les anatomies et cytologies pathologiques, pour les anesthésistes réanimateurs, pour les biologistes médicaux, les chirurgiens pédiatriques. Ça touche aussi tout ce qui est chirurgie maxillofaciale, chirurgie orale, chirurgie orthopédique, traumatologique. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui est gériatrie, les gynécologues obstétriciens et gynécologie médicale, l'hémato, et je passe. Mais voilà, vous voyez que ça touche toute une sphère de spécialité. Ensuite, il y a les référentiels qui sont aussi appliqués pour les sages-femmes. Donc ça, ce sont l'annexe 4 de l'arrêté. Il y a le référentiel pour les pharmaciens, le référentiel pour les infirmiers, dont les IPA, aujourd'hui qui ont été pris en compte, et ensuite les référentiels pour les masseurs kinésithérapeutes et les pédicures podologues. Donc là, nous allons nous concentrer sur deux professions, donc les médecins généralistes et ensuite en tant que spécialité, les médecins psychiatres. Si vous souhaitez d'autres spécialités, on pourra vous les présenter une prochaine fois, on pourra vous faire un mail, enfin n'hésitez pas à demander. Donc, le référentiel de certification périodique pour les médecins généralistes a été établi avec le Conseil national professionnel, mais aussi le Collège de la médecine générale et les fédérations Sont en spécialisées. discussion pour être validés. Docteur Cette Labarthe, est-ce que vous pouvez certification, couper votre micro, s'il vous Ah, plaît? cette certification, comment elle fonctionne? Donc, va y avoir 4 blocs de compétences qui reprennent les dispositions de l'article L 4022-2 du Code de la santé publique. Et chaque médecin devra, dans ces 4 blocs de compétences, donc je vais vous montrer comment ça fonctionnera après, choisir au moins 2 actions par bloc. Ces actions au sein d'un bloc ne pourront pas être identiques, évidemment. Étant donné que c'est un dispositif qui est nouveau, chaque CNP invite le médecin s'il y pense et s'il il pense à une autre action ou à un autre référentiel qui pourrait être validant, à le proposer. Donc, vous pouvez demander auprès du CNP de réaliser une action et de l'inscrire dans un de ces blocs. Donc, c'est pas non plus fermé, c'est quelque chose qui est assez ouvert pour le moment. Évidemment, cette action de formation,
sera validé une fois que vous aurez réalisé le premier bloc. Et enfin, vous pourrez présenter le prochain bloc. Donc ça, on va le voir dans le schéma après, ce sera plus clair. Évidemment, certaines actions, enfin, évidemment, je ne sais pas, mais en tout cas, certaines actions sont exclues de ces blocs de compétences. Donc, par exemple, tout ce qui est acupuncture, aromathérapie, art-thérapie, auriculothérapie, biologie totale, chiropraxie, fleurs de bac, homéopathie, médecine anti-âge, médecine esthétique, mésothérapie, musicothérapie, zoothérapie, naturopathie, ostéopathie, toutes ces actions ne peuvent être prises en compte pour la certification. Donc, si vous pensiez développer ça et demander au CNP, ce n'est pas possible, ce sera rejeté. Donc, pour ne pas vous décourager tout de même, donc vous êtes invité à présenter vos actions donc, au prix du CNP, du Collège de la médecine générale. Et vous pouvez aussi, si vous avez des besoins de formation, vous présenterez remplir le questionnaire que le Collège de la médecine générale devrait vous mettre à disposition. Et c'est un questionnaire d'auto-évaluation qui vous permettra d'identifier vos besoins de formation si vous estimez que ces 4 blocs qui ont été préparés de concert avec le Conseil national professionnel ne suffisent pas. Je veux bien que vous passiez, s'il vous plaît. Donc, les critères de labellisation des actions reprennent donc l'adaptation à la médecine générale, l'adéquation à la méthode de la haute autorité de santé de référence lorsqu'elle existe, donc ce n'est pas le cas pour toutes les professions, l'identification des objectifs scientifiques et pédagogiques, le contenu et les modalités de réalisation, et aussi l'existence d'un comité scientifique. Attention, ce qui va être regardé, c'est l'absence de lien financier direct avec les entreprises commercialisant les produits ou services de santé à visée préventive ou thérapeutique, pouvant donner lieu à prescription ou conseil auprès du patient. Donc voilà, il va y avoir une attention qui sera portée sur ça. Et ensuite, selon la formation que vous prendrez, il y aura une attention qui sera portée sur les déclarations publiques d'intérêt des membres du comité scientifique, de l'organisation ou des intervenants. Donc ça, ce sont les points de vigilance qui ont été pointés pour l'instant. Donc, voilà, là, vous avez les 4 blocs de compétences qui sont repris. Donc, le médecin, donc vous devez réaliser au moins 2 actions par bloc. Donc, voilà le type d'action, on va le voir, ce sera plus détaillé plus loin. Mais voilà ce type d'action. Donc, les DU et les DIU y sont, par exemple. Donc, ça fait partie d'un bloc de compétences. Ensuite, dans le bloc qualité des pratiques, pareil, vous avez des audits, vous pouvez avoir voir à une base de données ou comité éditorial de lecture d'une revue scientifique. Donc, un article que vous aurez rédigé pourra être considéré comme qualité des pratiques dans le bloc 2. Ensuite, le bloc 3, relations patients. Donc là, par exemple, pareil, un diplôme d'université pourra permettre de valider ce bloc. Ensuite, tout ce qui est santé du médecin. Donc là, c'est ce qui vous touche à proprement parler. C'est vraiment la santé, votre santé à vous et non celle des patients. Donc ça, c'est vraiment ce sur quoi il a été insisté au niveau de la certification. Et là, voilà, vous devez faire une auto-évaluation bien médecin traitant. Il y a des actions de gestion des risques, actions à dimension psychologique aussi. Donc ça, vous allez voir dans le bloc numéro 4, ce sera plus amplement détaillé. Donc voilà, dans le bloc numéro 1, voilà les actions qui peuvent être réalisées. Donc vous voyez, vous avez l'attestation. Évidemment, ces actions, vous devez les faire, mais pour pouvoir les valider, vous devez le justifier auprès de l'organisme de formation, donc qui est le site Mastertif Pro Santé. Donc normalement, il est en ligne, on en discutait tout à l'heure, mais vous verrez que c'est en ligne et tout y est détaillé pour l'instant. Alors, bien sûr, on entend l'instruction, mais si vous allez sur Ma Certif Pro Santé, vous pouvez essayer maintenant, vous verrez que tout est détaillé et il y a cette histoire de durée de cycle de 6 ans et de 9 ans pour les professionnels. Donc, au sein du bloc numéro 1, par exemple, vous pouvez choisir une action de formation donc de type Calliope ou d'une autre structure, une formation certifiante ou diplômante, donc comme un DU ou un DU, et à l'obtention de ce diplôme, vous pourrez fournir cette attestation de formation. Mais aussi, ce qui permet de valider ce bloc, ce sera votre participation à des congrès. Donc, à des congrès propres à votre spécialité. Donc, ce sera entendu. Vous pouvez tout à fait le mettre. Et évidemment, là aussi, vous devrez fournir les attestations de présence. Donc, voilà. Donc, vous voyez que la liste, elle est assez large. Il y a énormément d'éléments qui vous permettent de valider quand même assez rapidement ce bloc de compétences. Donc ça, c'est le bloc numéro 1. Voilà, vous avez aussi le test de lecture d'une revue médicale réussie. Voilà. Donc là, vous pouvez
Ça, ce sera sur le site Ma Certif Pro Santé. Vous passez le test et c'est validé sur le site directement. Et évidemment, c'est sur 1 an de lecture, c'est pas juste une thèse, un test. Vous pouvez être maître de stage aussi, ça peut faire partie de la validation du bloc numéro 1. Ensuite, le bloc numéro 2, c'est renforcer la qualité des pratiques et des compétences. Donc là, qu'est-ce qui va être accepté? Ce sera par exemple l'action d'analyse de pratique et de gestion des risques. Ce sera l'action d'analyse de pratique et de gestion des risques dispensée via un organisme de formation type Calliope. Mais il y a aussi votre participation à au moins une expertise. Donc, par exemple, vous pourrez avoir la chance de participer à une commission en ARS ou à la DGOS ou à la Direction générale de la santé. Toute participation à au moins une de ces commissions pourra être considérée comme validant votre bloc numéro 2. Il y a aussi la participation à des réunions de concertation pluridisciplinaires, donc à rapport avec la médecine générale évidemment. Donc ce sera, voilà, il faudra que vous transmettiez votre attestation de présence, mais là, par exemple, on instaure un minimum de 4 réunions au minimum par an. Ensuite, vous avez la participation dans le cadre d'un groupe de travail sur l'élaboration d'un protocole pluriprofessionnel au sein d'une CPTS, d'une maison de santé pluriprofessionnelle, d'une équipe de soins primaires. Vous avez aussi la participation à au moins un audit clinique selon la méthode de la Haute Autorité de Santé. Vous avez une contribution pendant au moins 1 an à un registre ou un observatoire, une base de données. Donc pareil, là, qu'est-ce qu'il faut fournir comme preuve? Ce sont des attestations soit de participation, soit de présence. Votre participation aussi comme investigateur dans une étude scientifique dans le champ de la discipline de la médecine générale. Donc, il faut que cette étude soit portée par une structure membre du Collège de la médecine générale ou d'autres études. Mais là encore, il faudra transmettre des attestations de participation. Et la démarche de certification et d'accréditation d'une structure de soins sous réserve de critères sur l'amélioration des pratiques du professionnel concerné. Donc ça, c'est en lien. Si vous êtes, si vous exercez au sein d'un établissement de santé en parallèle, vous pouvez demander l'accréditation via la HAS et ça vous permet de valider aussi ce bloc de numéro 2 de compétences. Donc, vous voyez que la liste est quand même longue, vous avez plusieurs actions possibles. Bon, donc, encore une fois, voilà. Là, vous avez le bloc numéro 3 qui est améliorer la relation avec les patients. Donc là, vous avez aussi 2 actions à choisir au sein de ce bloc. Évidemment, c'est à chaque fois par bloc 1, 2, 3 et 4. Ce sont 2 actions à choisir. Donc là, les actions pour améliorer la relation avec les patients, c'est par exemple l'action d'analyse de pratique dans le champ de la relation avec les patients, publiée par la NDPC ou dispensée par l'organisme Calliope, toujours pareil. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de faire ça via un diplôme universitaire ou DU, évidemment en lien avec la médecine générale. Ensuite, action réalisée dans le cadre d'une association d'usagers du système de santé agréé. Donc là, il faut que vous participiez par exemple, à une journée organisée par une association de patients, fonction exercée dans une association de patients pendant au moins 1 an. Et pour cela, pareil, vous devez fournir des attestations de participation. Ensuite, ça peut être aussi la contribution pendant au moins 1 an à un registre ou un observatoire porté par la profession intégrant des données patients. Donc là, c'est par exemple le réseau Sentinelle. Là aussi, vous devez transmettre l'attestation de participation. Vous pouvez aussi participer à un dispositif d'annonce. Ça, c'est comme pour les réunions de concertation pluridisciplinaire. Vous devez en avoir fait au moins 4 de réunions sur 1 an pour pouvoir valider cette action. Il y a aussi une participation à un groupe d'analyse de pratique. Donc là, en lien avec la méthode de la HAS sur, par exemple, la prise en charge de la souffrance morale et physique des patients. Et là aussi, il faudra que vous participiez à au moins 4 réunions sur une année. Sur le bloc numéro 4, donc là, c'est ce qui vous concerne vous. Donc, c'est mieux prendre en compte sa santé personnelle. Donc là, c'est avoir un médecin traitant et l'avoir consulté, par exemple, pendant la période de certification. Donc là, vous devez fournir une attestation sur l'honneur. Vous devez aussi, vous pouvez choisir réaliser au moins une démarche d'auto-évaluation de votre état de santé, psychique, physique, social, avec un questionnaire qui est dédié, qui vous sera mis à disposition. Et ça, pareil, c'est un système d'autodéclaration. C'est plus personnel, c'est différent. Ensuite, vous avez aussi l'action de gestion des risques professionnels, comment gérer un burn-out, comment gérer la santé financière, gestion de carrière, l'ergonomie. Et ça, il faudra une attestation de formation. Et il faut que ce soit publié par la NDPC ou le FAF.
L'action de gestion des risques professionnels, pareil, attestation de formation, là, il vous faudra, ou dispensé par Calliope. Et tout ce qui est, voilà, tout ce qui a une portée de dimension psychologique et sociale de la santé. Donc là, voilà, tout ce qui est, vous pouvez transmettre une attestation de prévoyance ou des déclarations. Par exemple, ben voilà, prise de congé parental, prise au moins 5 semaines de congé pendant l'année, souscription à une assurance complémentaire. Ça peut faire partie d'une action au sein de ce bloc validante. Donc voilà, donc ça c'était vraiment sur la médecine générale. Là, on a pris un autre exemple, celui des médecins psychiatres, mais on va voir que ça Est-ce qu'on fonctionne peut, exactement pareil. est-ce qu'on peut répondre aux questions d'abord pour la médecine générale ou... Bien sûr, Ah oui, oui, il n'y a pas de problème. aucun Oui, problème. alors, donc on avait des questions, alors, on n'avait pas fini sur le cas général. Pouvez-vous nous préciser dès maintenant l'existence d'un replay? On n'a pas répondu à ça. Est-ce qu'il y aura un replay? On avait dit oui, un replay. Président, c'est vous qui décidez. Bah, a priori, il y avait un replay pour au moins les gens inscrits, voire toutes les unions partenaires. Donc je pense que c'est ce qu'on avait dit. Le site mondepc.fr sera-t-il toujours actif? Alors, ça, on ne sait Ça, pas. ça aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Non. Ne peut pas-on envisager un autre point de vue, à savoir un engagement massif des professionnels dans le processus, pourrait être alors un élément majeur dans nos négociations avec les tutelles? Ça, ok. Les anesthésistes ont l'habitude des usines à gaz. On ne peut pas être son propre médecin traitant, j'imagine, pour Ah valider. non. Et non, non. Et dans le cadre d'un libéral en établissement de santé, le fait d'être le président de la CDU, par exemple, commission d'usagers, valide-t-il un Oui, Oui, titre? oui, oui. bien sûr. Bon, ok. Donc le diaporama et tout ça, on le transmet. Webinaire, on verra, mais a priori, ça sera transmis au moins aux unions et aux participants. Voilà. Je m'engage en tant que président. Vous êtes d'accord, maître? Ah oui, bon, c'est vous qui présidez, président. Bon, merci. On passe au psychiatre maintenant. On passe au psychiatre. Vous allez voir que c'est, enfin, je laisse Maître Heinrich, mais c'est pas tout à fait sur le même modèle. C'est pas tout à fait sur le même modèle, mais ça repose quand même sur les 4 blocs qui sont les mêmes, qui sont actualiser les connaissances et les compétences. Donc voilà, c'est exactement pareil. Donc ça, ils parlent d'axe, mais nom de bloc, bon, c'est le, voilà. Ensuite, vous avez l'axe 2 qui est toujours le même. Vous pouvez passer, qui a renforcé la qualité des pratiques professionnelles. Donc là, c'est pareil. Là, c'est l'amélioration des pratiques sur la qualité, la sécurité des soins. Euh, Ensuite, vous avez l'axe 3, pareil, c'est la relation avec les patients. Donc, vous voyez, c'est exactement le même modèle que pour les médecins généralistes. À chaque fois, ça repose sur 4 axes. Et au sein de 4 axes ou de ces 4 blocs, vous devez choisir 2 actions à valider. Voilà, donc là, pour améliorer l'axe 4, mieux prendre en compte leur santé personnelle, là, pareil, c'est exactement pareil que pour la médecine générale. Donc, c'est pour ça que je reprends pas le détail parce que c'est ce qu'on a vu pour les médecins généralistes. Et là, on va reprendre. Voilà. Donc là, le CNP des psychiatres a souhaité porter un point de vigilance, c'est que malgré les efforts de recensement des actions qui ont été susceptibles d'intéresser les médecins psychiatres, là aussi, certaines actions ont pu échapper au CNP et aux fédérations. Donc, vous avez la possibilité, là aussi, de solliciter les CNP de psychiatrie pour présenter voilà, une action qui vous paraît nécessaire de faire partie dans un des blocs afin qu'il l'examine et qu'il puisse l'intégrer dans ces blocs et qu'il ne soit pas dans la liste. Donc, il n'y a rien qui est pour l'instant c'est exhaustif. N'hésitez pas à faire part de ce que vous souhaitez. Donc, il y a aussi un questionnaire d'auto-évaluation qui vous sera transmis, qui sera transmis au médecin psychiatre pour savoir les besoins de vos formations. Ça permettra d'affiner ces histoires de blocs et chaque bloc et chaque action. Voilà, parce que c'est quand même tout nouveau, donc il laisse une certaine marge de manœuvre. Donc, chaque action, pour le moment, a la même valeur. Il n'y a pas d'action majeure ou mineure. Il faut savoir que chaque action que vous choisissez dans un bloc a la même Allez. dimension qu'une autre. Il n'y a pas de distinction entre les actions. Après, ça sera quand même pondéré et ça va faire l'objet de réflexions, mais ultérieures par la commission professionnelle des médecins. Mais ça, c'est pas encore, enfin, pour l'instant, il n'y a rien qui est précisé. Donc, on verra s'il y a une instruction qui le précise ou on verra par la pratique s'ils se rendent compte ou pas.
parce que chaque ordre, comme on l'a dit tout à l'heure, va mettre en place des commissions au sein de chacun de ces ordres qui mettront en place et qui vont aider les professionnels à cette certification. Donc peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'il y aura besoin de valider d'améliorer cela. Ensuite, la validation finale du cycle de certification est assurée par l'Ordre des médecins. Donc ça, c'est pareil que pour les médecins généralistes. Et une fois que vous avez fini un bloc de compétences, de valider un bloc, vous devez faire valider le second. Voilà, mais il faut d'abord que vous ayez validé le premier. Voilà. Ensuite, comme vous l'avez vu, l'enjeu sociétal, c'est d'améliorer la qualité des pratiques professionnelles, la qualité des soins et donc la santé de la population, mais aussi d'améliorer votre santé. Parce que ça, c'est le bloc 4. Voilà. Ensuite, c'est la Fédération des spécialités médicales, notamment, qui va assurer l'information des spécialistes et la promotion de ce dispositif, et donc qui est amené à monter en charge selon les évolutions, notamment auprès des jeunes médecins. Le CNP Psychiatrie a tenu à préciser aussi qu'il allait assurer l'accompagnement des professionnels qui le souhaitent pour accomplir leur parcours de certification et participer à la commission professionnelle des médecins du Conseil national de certification périodique à une évaluation de l'impact de ce dispositif de certification sur la qualité des soins. Donc là, à chaque fois, il y aura une évaluation de ces certifications pour voir vraiment si ça fonctionne. Donc voilà, donc là, c'est c'est le bloc numéro 1, donc actualiser les connaissances et les compétences. Vous voyez que c'est exactement pareil que pour la médecine générale. Et là, par contre, c'est présenté différemment. Donc, vous avez le type d'action que vous devez valider, les attendus méthodologiques, donc c'est quand même plus précis que pour la médecine générale, et les éléments de preuve que vous devez fournir. Donc, par exemple, la participation à un congrès de niveau national ou international, à une journée ou demi-journée d'une association régionale, à une formation en ligne de type e-learning ou labellisée Calliope. Donc ça, voilà, c'est l'action que vous devez faire, réaliser. Et l'attendu, c'est de participer comme auditeur ou formateur lors d'une session scientifique. Et vous devrez transmettre l'attestation de présence fournie à ce congrès. Donc voilà, donc c'est vraiment détaillé. Vous avez aussi l'activité d'enseignement. Et vous devez transmettre comme quoi vous avez enseigné en tant qu'intervenant à la faculté. Il y a aussi les publications dans des revues référencées à comité de lecture indépendant, ou revues de lecture ou commentaires d'articles. Donc là, vous devez transmettre vos publications dans le domaine de la psychiatrie, dans des revues référencées à comité de lecture indépendant. Et ça, comme élément de preuve, vous transmettez le fichier de votre article publié. Voilà. Donc ça, c'est pour le bloc numéro 1. Vous voyez que c'est vraiment assez large. Vous avez aussi la psychothérapie didactique personnelle par société reconnue. Donc là, c'est par exemple réguler plus efficacement les émotions, améliorer les relations avec les autres, développer la tolérance aux difficultés et être plus conscient de leurs pensées. Donc ça, c'est vraiment propre à la psychothérapie. Et vous devez transmettre l'attestation de participation à cette société. Donc ensuite, vous avez le bloc 2 qui est renforcer la qualité des pratiques et des soins. Donc là, par exemple, c'est participer à des actions d'amélioration des pratiques organisées au sein des établissements de santé. Donc vous participez au RCP, par exemple. Et donc là, il faut vous transmettez votre attestation de participation, comme quoi vous avez été au sein de l'établissement, vous avez participé à une RCP. Il y a aussi l'analyse des pratiques, la gestion des risques, donc l'exercice coordonné protocolisé d'une équipe pluriprofessionnelle de soins en ambulatoire. Donc voilà, comment vous avez participé à cette équipe de soins pluriprofessionnelle. Et il faut que vous fournissiez un minimum de participation active sur 2 ans. Donc pareil. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez... il y a aussi l'analyse des pratiques. Donc, on va vous regarder si vous avez participé à une commission départementale des soins psychiatriques. Donc là, vous devrez participer à coordonner à la coordination de cette commission et vous devez transmettre l'attestation comme quoi vous avez siégé à cette commission départementale des soins psychiatriques. Donc, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous devez demander l'attestation de participation. Donc, le bloc numéro 3, améliorer la relation avec les patients. Donc, c'est par exemple, vous avez assuré la supervision de psychothérapie. Donc, pour cela, vous devez faire une déclaration sur l'honneur. Évidemment, vous ne devez pas transmettre les dossiers de vos patients. Ensuite, vous avez aussi suivre une formation qualifiante à la psychothérapie. Donc là, vous transmettez le DU que vous avez fait ou les examens supplémentaires que vous avez passés pour valider cette formation.
Il y a aussi une formation diplômante ou certifiante sur le thème de la relation aux patients organisée au sein des universités. Donc là, en annexe, il y a toute une liste des formations que vous pouvez valider et l'attestation de diplôme ou du DU qui vous permet d'apporter la preuve de la réalisation de cette action. Donc voilà, ça c'est le bloc numéro 3. Encore une fois, vous devez avoir choisi 2 actions dans ce bloc numéro 3. Je passe. Et le bloc numéro 4, donc c'est mieux prendre en compte sa santé personnelle. Donc là, c'est un peu plus détaillé. Bon, ben voilà, vous avez le fait d'être suivi par un médecin traitant, de l'avoir consulté pour le coup au moins 3 fois pendant la période de certification. Là, il faut une attestation de votre médecin traitant. À la différence des médecins généralistes, là, le médecin psychiatre a besoin de l'attestation de médecin traitant. Si vous avez fait une psychothérapie individuelle, vous devez transmettre une attestation. Aussi une attestation comme quoi une licence sportive, vous pouvez pratiquer une activité sportive régulière, vous transmettez la licence sportive ou l'attestation, ça permet de valider cette action. Le fait de participer à une activité culturelle, à une activité de théâtre, de musique sur une année, vous permet d'attester que vous prenez en compte votre santé personnelle, donc ça rentre là-dedans, prendre des cours de musique, de théâtre, de danse. Ensuite, il y a des actions dans le domaine de la prévention en santé, la gestion des risques psychosociaux aussi, comment vous faites pour repérer et prévenir ces risques. Donc là, vous devez attester de cette activité, par exemple. Et voilà. Et Je voilà. propose qu'on Bon, prenne les merci, gammes. Je vous merci propose maître. qu'on prenne les questions. Oui, oui, on y va. Donc, la validation par bloc. Alors, d'abord, il y avait 2 questions que j'avais. Il faut 2 actions pour chaque bloc, donc 8 actions en tout sur 6 ans, c'est ça? Oui. Oui, Ensuite, les médecins remplaçants, est-ce qu'ils sont soumis à la même obligation? Et tout médecin, quel que soit son mode d'exercice, du moment qu'il est inscrit à l'ordre. Donc, les médecins remplaçants. La validation par bloc se fait en parallèle, non pas successivement, dit Patrick Bouillot. Et je pense que c'est ce que j'avais compris aussi. Alors, vous pouvez faire les blocs des actions dans chacun des blocs de manière concomitante. La seule chose, c'est que l'appréciation par bloc enfin la validation de chaque bloc se fera quand vous aurez fait les 2 thèmes voilà. retenus. Ça veut dire qu'on peut faire, par exemple, 4 actions dans chaque bloc, mais vous n'aurez rien validé. Et vous aurez validé. Exactement. Et on est Exactement. d'accord, il faut valider 4 fois 2, comme il disait tout à l'heure. Exactement. Oui, Au Euh, minimum 4 fois 2. Vous pouvez en faire plus, hein, mais au minimum 4 fois 2. donc, en fait, on peut compléter chaque bloc en fonction en 6 ans, on a le temps de faire 2 actions de formation différentes, mais on peut la faire une la première année, une la 6e année, c'est pas gênant. Il n'y a pas de problème. oui, Donc, en fait, on valide pas le bloc tant qu'on n'a pas fait 2 actions. C'est ce qui était c'est demandé Exactement. ça. dans cette question. Est-ce qu'on peut valider les mêmes modules dans chaque bloc par période de 6 ans? C'est-à-dire que s'il y a, par exemple, une action de formation, vous allez à un congrès, vous retournez à un autre congrès, ça valide 2 fois. Ça valide qu'une fois. Ah bah, ça valide Ah, une action parce que le congrès, c'est une action. Donc, vous pouvez faire un congrès tous les ans, ça ne changera rien. Il faut faire une action différente à chaque fois. Oui. bah, Euh, non, ça dépend de la nature du congrès, hein. Ça, je suis pas d'accord. Bah, oui, ça dépend de ce qu'on fait dans le Eh congrès. oui, Mais si non. vous validez pas la même action si vous participez au congrès ou si vous venez écouter au congrès. Voilà. Mais venir c'est-à-dire écouter des Ah congrès oui, mais différents, c'est dans le même thème. si on communique et si on participe, c'est 2 actions différentes. C'est Mais deux si on actions fait que différentes. si on fait Oui. que participer, voilà. Mm. Euh, et on peut valider dans chaque bloc plus que 2 actions si on Ah veut. oui, ça, y a pas de limite, Oui, hein. Ça, vous pouvez faire plus. Par contre, c'est pas Euh, parce que vous en avez fait 4 dans le bloc 1 que ça vous empêche d'être obligé de faire 2 actions dans le bloc 2, 3 et 4. non, c'est pas. Il n'y a pas de compensation entre les blocs. alors, il y a quelqu'un qui est étonné, qui dit qu'une licence sportive golf, par exemple, valide une action du groupe 4, y compris pour 2 spécialités ou pas pour les psys. Alors Alors, là, pour l'instant, je l'ai vu que pour les médecins psychiatres, parce que vous l'avez vu, pour les médecins généralistes, il n'y a pas ça. ils n'ont pas besoin de faire le sport. Donc, les Voilà. référentiels sont vraiment différents selon chaque Ah, spécialité. ça dépend Mais de chaque CNP. ça dépend de chaque CNP. Et encore une fois, vous avez vu, c'est quand même. Enfin, ils vous laissent le choix aussi. Vous pouvez de proposer des actions. Oui, en plus, les actions qu'on peut proposer, ça peut être validé ou pas validé. Euh, Exactement. et le docteur Prigent qui dit que les cotisations ordinales vont augmenter avec tout ce bazar à gérer. Si je ne fais pas Ah, de ça, commentaire. c'est pas à Ça nous. dépend si vous êtes en société d'exercice ou pas, président.
Ok. Euh, Sylvie, vas-y, tu voulais dire quelque chose de plus? Oui, vous avez présenté les obligations de formation pour les médecins généralistes et pour les psychiatres. Qu'en Oui. est-il des autres spécialités? Ah ben, on peut faire les autres, mais le Alors, problème, c'est que dans un délai d'une heure, c'était difficile de faire toutes les spécialités. Donc, si cette formation vous a intéressé, on peut tout à fait le dupliquer pour les autres spécialités, hein. Mais c'était ouais. passionnant, maître. Passionnant. Merci. Mais après, on peut faire par autre spécialité, je vous dis. Alors, comme Non, vous je l'avez rigole vu, pas. toutes les spécialités sont pas faites aujourd'hui parce que toutes les CNP se sont pas réunies. En revanche, toute spécialité est soumise à l'obligation de certification. Alors, Donc, c'est les référentiels pour certains. Donc, on n'a pas toutes les références, mais on est obligé de le faire. Donc, c'est un Non, peu. par exemple, les gynécologues obstétriciens, c'est sorti. Mais les Oui, radiothérapeutes, c'est pas sorti. Mais d'accord. ça Mais va ils pas ont quand même tarder. l'obligation de le Ah, ils ont faire. la Ouais, même bien sûr. obligation. Sauf que, en fait, D'accord. comme les décrets étaient sortis, ils ont voulu faire partir. Normalement, c'est spécialité par spécialité. L'arrêté du 26 février 2026, ils ont fait enfin, ils en ont fait énormément. Après, ça va arriver au fil de l'eau. d'accord. Et D'accord. donc, là où ces spécialités sont sorties, ça a démarré, c'est ça que ça veut dire. Exactement. Est-ce que là, vous avez Vous présenté la avez, liste? pardon, vous avez la liste des spécialités Oui, pour oui, qui? Elle est au ça a début, été on l'a mise présenté. au début, c'est la dia 4 ou 5, présidente. Ah, d'accord, mais excusez-moi, je suis pas arrivée tout au Non, début. non, mais c'était Non, pas et pour puis l'arrêté reprend la liste. Si vous regardez, c'est dans la dia 18, je crois. Ok, Alors, par d'accord. Vous contre, avez tout. est-ce que, il y a une question qui demande, est-ce qu'on peut avoir la liste des référentiels pour les autres spécialités? Est-ce que Alors, c'est accessible ce qu'on peut faire, Alors, c'est transmettre à la CN et à toutes les URPS si elles le veulent, l'arrêté qui a été publié au JO et au BO avec toutes les annexes. Ça, c'est pas difficile. donc les annexes reprennent toutes les spécialités que vous avez citées? Oui, Et toutes les obligations de ces spécialistes qui sont tout déjà à fait, de sorties. la même manière. À Voilà, c'est chaque fois, ça. c'est C'est ça. systématique. Oui, mais c'est intéressant, ça, on peut Et vous voyez les aussi les transmettre. autres professions, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, etc., parce que c'est quand même Hop, très différent. on a déjà affaire assez avec les médecins. Ah ben, je suis d'accord avec vous, Madame la Présidente, mais si vous voulez voir ce sur quoi on pousse les pharmaciens, etc., ben, vous vous rendez compte de tout ce sur quoi vous aviez un monopole il y a encore pas très longtemps et sur lequel vous ne l'avez plus. Ok. That's life. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a un énorme travail administratif pour les conseils de l'ordre et donc ils vont recruter des secrétaires, augmenter les charges, augmenter les cotiser, tout ça. Et on a bien répondu que les référentiels de spécialité, soit vous demandez à votre CNP, soit vous regardez le journal officiel. On est bien d'accord? Euh, vous regardez l'arrêté du 26 février 2026 et mais de toute vous façon, retrouvez votre spécialité. Ouais. dans la veille juridique qu'on envoie à la CN et qui est envoyée normalement à toutes les URPS, quand il y aura la sortie d'un nouvel arrêté avec un nouveau référentiel, vous serez alerté, hein. Et euh, est-ce que les référentiels de certification seront réactualisés régulièrement ou non? C'est ce qu'annoncent à peu près toutes les CNP. Donc, les CNP ont décidé de réactualiser ça tout périodiquement, mais à leur main, quoi. C'est pas Il prévu y a d'avance. à la fois enfin, il y en a qui sont très abouties. Si vous prenez celle des médecins généralistes, on voit que la CNP a beaucoup travaillé. Il y en a d'autres où on a voulu sortir un premier référentiel, mais il sera mis à jour. C'est par exemple ce qui a été dit pour les psychiatres, mais d'autres spécialités aussi, c'est vrai pour les anesthésistes, etc. Et puis probablement qu'au fil de l'eau, on aménagera. Le but est de l'aménager au fil de l'eau. Ok. Moi, j'ai une dernière. Alors, Patrick Bouillot Pardon. dit, chaque CNP va communiquer pour le référentiel le concernant. Je pense que c'est bien que les spécialités De toute façon, les spécialités ont toutes travaillé là-dessus, donc via le CNP, donc elles vont communiquer aussi. Oui, mais ça supposera à chaque fois une révision du référentiel publié. Oui, mais c'est pas ça. Je veux dire que chaque CNP a conçu son référentiel et il va le diffuser à sa spécialité pour les gens inscrits dans sa spécialité. Bah, j'espère, ce serait cohérent. Oui, c'est ce qui est prévu. Maître, Comment ça dit? vous confirmez une chose, c'est que la certification des établissements ne certifie pas les médecins, ne certifie plus les médecins, c'est Non, ça? alors c'est pas ça. Alors non. C'est pas la même chose. La certification des établissements de santé, par exemple, dans certaines actions, le fait de participer à la procédure de certification, Mhm, par exemple mhm, sur les audits cliniques dans le cadre de la procédure de mhm. certification, ça valide la certification, la vôtre. Mais il n'y a pas, Totalement, Non, totalement. Ou non, juste un thème, un bloc. pour un Un thème bloc, dans un c'est bloc. ça. Mais D'accord, ok. en fait, il faut retenir qu'il y a trois choses. Il y a la certification des établissements de santé telle qu'on la connaît, qui a été l'accréditation plus la certification.
Mhm. Il y a l'accréditation qui existait déjà pour certaines spécialités, soit de manière individuelle, soit en équipe. Mhm. Mais là, il y avait une liste de spécialités limitée, Oui. puisque toutes les Mhm. spécialités n'étaient pas dedans. Par exemple, il n'y avait pas Mhm. d'accréditation des médecins généralistes. Mhm. Cette spécialité n'était pas prise en compte. Et Oui. maintenant, il y a l'obligation de certification individuelle de tous les médecins en fonction de leur spécialité. Et c'est un troisième dispositif. Qui efface tous les autres, en fait. Non, ça efface pas tous les autres, mais il n'y a pas de lien direct entre les deux. Mais le fait de participer à une procédure de certification, ça joue si vous êtes en établissement de santé. Ça joue, mais ça ne valide pas totalement le. Ça valide un point. Si vous avez été président Oui, de j'ai CME, compris. si vous avez été président de CME, ça valide un point. Si vous êtes président de Oui, CDU, ça oui. valide un thème, etc. Mhm. Ça marche. Et ce qu'on peut faire aussi, parce que je lis que l'arrêté, vous considérez que les annexes sont illisibles, on peut, mais ça, il faut voir avec le bureau. Mais ce qu'on peut faire, c'est des fiches spécialité par spécialité Ah pour que oui, vous ayez les ce serait bien référentiels. ça. Mm. Très bonne proposition, maître. Mm. Je vous remercie, Madame la Secrétaire générale. C'est fini, Écoutez, oui. si vous avez encore des questions, ça a été un plaisir. J'espère que ça n'a pas été Merci. trop technique, mais vous voyez qu'on s'y prend suffisamment tôt. Pardonnez-moi. Maître, il y a encore 4 questions. Allez-y, on est vite. On va être recontacté. Non, les gens ne seront pas contactés personnellement. Ils sont censés ne pas ignorer la loi, c'est bien ça. Alors, moi, je pense, d'après ce qu'avait l'air de dire l'ordre, c'est que chaque conseil départemental rappellera l'obligation de certification aux membres inscrits. Et je pense aussi que chaque CNP fera une publication pour les informer. Enfin, l'obligation de certification, là maintenant, nul n'est censé ignorer qu'il est soumis à l'obligation de certification. D'accord. Alors maintenant, il y a une question. Bonjour, bonsoir, j'avais un compte SIAM. Il faut créer un compte sur ma certif Pro Santé ou vous savez pas ça? Oui, Oui, enfin, normalement, c'est ma certif Pro Santé. oui. D'accord. Et Donc, non, je le fais webinaire ne permet pas de valider un des blocs. Dommage. Non, mais on pourrait tout à fait prévoir des formations dans le cadre des URPS et de la Seine, notamment sur le droit des malades, les obligations déontologiques. On peut tout à fait le faire et avoir des Ce choses serait bien publiques pour ça. certifier. Ouais. Bon, là, il Mm. faudra Ouais. demander aux Mais, CNP concernés s'ils acceptent que cette action de formation participe à un bloc. Parce que pour sachant le qu'il moment, y c'est a pas prévu. des éléments en lien avec le Conseil de l'Ordre, la participation à des instances Conseil de l'Ordre ARS, il n'y avait pas eu RPS, j'ai regardé, c'est bien dommage, peut-être faudra qu'on le fasse remonter. Ah, bah ça, vous devriez Et le ben faire voilà, remonter. il faut le remonter. Bah oui, parce que pour le coup, on en fait des trucs, hein. Ah, bah ça, c'est sûr. Voilà. Alors, il y a Mm. quelqu'un qui dit, suis-je la seule à trouver hyper lourd en plus de notre pratique? Un Non, DU, c'est pas la une année de seule. travail. Non, c'est Bah, pas la seule, hein. Non, c'est pas la seule. Non, non, c'est pas la seule. en fait, Enfin, il y quand a on beaucoup de regarde, choses faut on se dire, était il y a censé. beaucoup de choses qu'on fait déjà et ça peut valider les choses Je, qu'on je fait déjà. Bah pense, oui, je pense que très honnêtement, sur la pratique professionnelle de toutes les spécialités, vous avez quand même beaucoup de possibilités de validation sans qu'il y ait un travail supplémentaire en dehors du fait de remplir et d'obtenir une attestation. Tout le monde n'est pas obligé de faire un DU, etc. Après, c'est un choix individuel. Mais moi, je suis d'accord avec Frédéric et Jean-Baptiste. On fait quand même déjà beaucoup de choses à l'URPS. Ce serait quand même bien qu'on puisse aussi valider des choses au travers de tout le Tous travail. ceux qui étaient là, je pense, sont concernés par ça et donc on va essayer de stimuler nos CNP pour qu'ils valident aussi le travail qui est fait par ailleurs. Je pense qu'il faut conclure. Il y a des remerciements et on remercie vraiment chaleureusement Maître Cormier et Maître Heinrich d'avoir préparé ce webinaire qui nous permet de mieux connaître à quelle sauce on va être mangé dans les 6 ans ou 9 ans, ça on n'est pas encore en compte, en tout cas d'ici 2032. Et possiblement, on refera un webinaire si ça s'avère utile. Mais en tout cas, on peut diffuser déjà celui-là et probablement proposer à ceux qui le souhaitent de décrypter les annexes du décret. Voilà. À bientôt et puis bonne soirée à tous. Merci Merci. beaucoup, bonne Merci. soirée et merci. Bonne merci pour votre soirée. écoute.